vous de voir. À vous de voir. L'obscurité, dit-on, est l'ami de l'astronome. Grâce à elle, il peut observer tout l'univers avec ses planètes et ses milliards d'étoiles. On considère l'astronomie comme une discipline réservée aux seuls voyants. À tort. Un déficient visuel qui a l'obscurité pour compagne de tous les instants peut s'appuyer sur d'autres perceptions, des sens différents pour comprendre la réalité du monde qui nous entoure. C'est l'expérience que vont vivre 6 adolescents, élèves de terminale scientifique à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris, pendant un atelier de plusieurs jours consacré à l'astronomie et au cours duquel ils vont se lancer en quête des étoiles. L, petit l, lorsque x tend vers petit a par valeur inférieure. Les mystères de l'univers ne sont pas totalement inconnus à ces jeunes gens. Dès le collège, en cours de sciences de la Terre, puis en physique, ils ont appris à se familiariser avec les notions de lumière, d'atomes, de planètes et d'étoiles, et à comprendre ainsi les principes de l'astrophysique. Égale 0, et que lim, lorsque x tend vers 1, de x moins 1 égale 0. Ludovic, leur professeur de mathématiques, est malvoyant. Ancien élève de l'Institut, il est aujourd'hui astrophysicien et chercheur au CNRS. En classe, il s'adresse à des élèves pour moitié aveugles et malvoyants. Et donc, il ne trace jamais de courbes, de fractions ou d'équations au tableau, mais utilise des supports tactiles, point de départ pour parvenir à une représentation mentale des figures et des graphismes. Petit à petit, j'essaye de leur développer cette représentation mentale qui est innée, en quelque sorte, pour des voyants. Pour une personne déficiente visuelle, non. Il faut d'abord lui faire toucher, et après, on essaye de se débarrasser du support tactile pour qu'ils aient une représentation mentale des choses. Parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, au niveau tactile, complexifier trop. On ne pourra pas mettre énormément d'informations sur une même figure. Il va falloir épurer, mettre vraiment une figure assez simple pour après la complexifier davantage à l'oral pour les élèves braillistes. Parce que ça demande une formation, ça demande à acquérir quand même une certaine habitude dans tout ce qui est représentation mentale. Parce que là, x, du coup, il s'enlève, c'est 1 fois moins 1 au dénominateur. Les objectifs de cette semaine astronomie à l'INJA sont vraiment très divers. Le premier objectif, déjà, c'est de faire quelque chose qui peut leur sembler complètement inaccessible. Après, de faire de l'astronomie parce que c'est quand même quelque chose qui, globalement, fait rêver beaucoup de gens. Et quand on a une motivation supplémentaire, comme moi-même j'ai eu dans mes études, c'est-à-dire j'ai toujours voulu faire de l'astrophysique, on arrive mieux à digérer les cours qui peuvent paraître des fois un petit peu pesants de mathématiques ou de physique, qui peuvent paraître très théoriques, puis on ne comprend pas tout de suite les applications. Au moins, grâce, je dirais, à l'astronomie, c'est une manière de leur dire, vous voyez, vous êtes capable, déjà avec des notions qu'on voit en classe de terminale, de comprendre des choses a priori très compliquées. À tout à l'heure. On est à 200%. Jean-François Soulier est passionné d'astronomie depuis 35 ans. En 2008, il a fondé l'association Des Étoiles pour tous qui propose des animations astronomiques à des personnes de tout handicap, particulièrement déficientes visuelles. C'est la deuxième fois qu'il propose un atelier astronomique à l'Institut national des jeunes aveugles. Une initiative qui doit beaucoup à une expérience personnelle. Je dirais que c'est aussi une réparation d'une histoire qui m'est arrivée à un moment donné où moi-même j'étais dans une association d'astronomie où devant moi j'ai eu l'occasion d'avoir une personne non-voyante me demandant de lui décrire la planète Mars.
Et étant jeune, inexpérimenté, mais passionné d'astronomie, je me suis bagarré. J'ai essayé coûte que coûte de lui faire passer des informations comme je pouvais les avoir, comme je pouvais les côtoyer, c'est-à-dire purement visuelles. Et ça n'a franchement pas fonctionné. Et je suis resté vraiment sur une frustration, un échec quelque part, de me dire, mais je n'ai pas réussi à faire passer ce que j'aime. Je suis quelque part un peu dans cette réparation en me disant, je ne veux plus que ça arrive. On a très peu de temps dans cette semaine-là, en fait. 4-5 jours, c'est extrêmement condensé. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est tout simplement donner envie, se faire plaisir, découvrir des choses et juste passer un peu d'initiation, je veux dire, à l'observation. Et donc cet espace qu'on va créer, c'est un espace de découverte où on va bien sûr amener des supports adaptés, qui sont sensoriels, et donc on va pouvoir parler de la même chose au même moment. Et donc cette information, on va la discuter sans se poser la question du handicap. Et c'est là où l'interaction est très très positive. C'est que tout d'un coup, on a une dynamique de groupe, on a une dynamique d'échange, et tout d'un coup, on oublie que moi je suis voyant et que l'autre il est malvoyant. Avant toute chose, avant qu'on commence tout de suite dans notre aventure de où on habite, en découvrant un peu justement notre système solaire, j'ai eu la chance inouïe de vous ramener un peu de poussière de lune. Alors, c'est quelque chose de très précieux, d'extrêmement rare. Et ce que je vais vous demander, c'est que tout simplement de toucher cette poussière de lune, c'est dans des petits baquets. Dès que vous le touchez, vous remettez bien les petits grains à l'intérieur parce que on essaye de garder le plus possible ce genre de matière. Alors allez-y. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait C'est extrêmement fin. D'accord. Ok. Allez-y, décrivez. Pauline, qu'est-ce que tu as senti? Ça paraîtrait presque liquide. Oui. Presque. Ça fait de la farine. C'est comme si c'était de la farine? Très D'accord. fine quoi. D'accord. Alors, je ne sais pas, ça vous fait vraiment penser à quoi, cette finesse de poudre? Est-ce que ça vous fait... farine. D'accord. Ouais, Antoine, il a raison, c'est de la farine. C'est pas du tout de la poussière de lune. C'est juste pour vous dire, la science, c'est avant tout une chose où on a le droit de remettre en question des théories, des calculs, des choses qui ont été établies par des grands scientifiques. L'intérêt de la science, c'est que tout est manipulable. Le tout, bien sûr, c'est d'étayer avec des observations ces commentaires ou ces théories. Soyez critiques, soyez pertinents aussi là-dessus. N'hésitez pas à remettre en question les choses, même quand elles sont posées scientifiquement. On a le droit de les voir autrement, on a le droit de les tester autrement. Ne vous cantonnez pas à ce qu'on vous dit tout le temps. Alors, on va essayer d'avancer dans la découverte un peu de notre système solaire. Et Jean-François, Ludovic et les 6 adolescents se sont assis devant une table ronde. c'est avant tout, En son milieu, une ampoule pour figurer le soleil. cette ampoule, où quand on approche la main, on constate bien qu'il y a de la lumière, qu'il y a une forme de chaleur qui s'en dégage. Les planètes sont représentées par des ballons, des formes rondes enrobées de coton, de carton ou de tissu et de différentes grosseurs qui passent de main en main. Allez-y, décrivez-moi un peu. Elle est solide, mais elle n'est pas homogène. Ouais, il y a des- On sent les Elle cratères. est pas lisse. Elle est pas lisse. Non. Ce n'est pas solide. C'est presque lisse. On vous laisse le temps de sentir, de ce qui vous paraît... Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Elle est plus légère que Mercure. Donc c'est bon. exact. Solide, mais avec une atmosphère moins épaisse que celle de Vénus. Ouais. Et de l'eau, donc Ouais, ça, exactement. planète, Ça eau, doit être la Terre. atmosphère, c'est la Terre. Oui, c'est la Terre. Ouais. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ouais. Oui, effectivement, c'est la Terre. Tout ce système solaire, réduit à une échelle palpable, a été fabriqué lors d'un précédent atelier par des élèves de l'Institut et transmis à leurs camarades d'aujourd'hui. Petit à petit se met en place une gymnastique des sens qui sollicite la mémoire, les savoirs acquis, suscite la réflexion. Donc on passe maintenant, on a découvert Mercure, Vénus, la Terre. Je vous passe donc une autre planète et vous allez me dire, à votre avis, à quoi ça peut correspondre. Voilà. On avance un peu dans notre Surface compréhension. relativement cratérisée. Oui. Planète solide. Il semble y avoir une absence d'atmosphère. Pas une... Ça ressemble à la première. Elle est plus grosse quand même que Mercure.
Ça, c'est Mars. Alors, à votre avis, Ouais. est-ce que vous pensez que c'est Mars? Ouais. Oui. Quelqu'un peut me parler de la planète Mars? Bon, pas d'atmosphère. Je sais qu'il y a un énorme volcan qui est le plus gros du système solaire sur Mars. Excellent, tout à fait. Olympus Mons. Et j'ai entendu aussi que la couleur rouge de Mars était due au fait que sur son sol, il y avait de l'oxyde de fer. Exactement, tout à fait. Il y a des scientifiques qui ont vu des petits cailloux sur Mars et puis ils disent que dans le passé il y avait de l'eau. Tu te souviens le nom de ces petits cailloux? Alors par contre je sais plus le nom. Des petites billes qu'on appelait des... Non, c'est les myrtilles. Les myrtilles, exactement. Exactement. Ça donne faim. Et à l'heure actuelle, peut-il y avoir de l'eau liquide sur Mars? Non. Non. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'atmosphère est trop fine, il n'y a pas assez de pression pour que. Exactement. C'est excellent, tout à Excellent. fait. Ouais, tout à justement. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a vu que sur Mars, on a des traces montrant qu'il y a eu de l'eau liquide. Il y a Donc, aussi- qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que maintenant, parce que maintenant, c'est plus possible d'avoir de l'eau liquide. Donc, avant, quelle était la différence? je crois que c'est pas en fonction de. Alors, pourquoi du Stoyan champ m'a dit... magnétique. Non, écoute, Stoyan, il a dit qu'il n'y avait pas assez de pression atmosphérique pour avoir actuellement de l'eau liquide sur Elle a Mars. diminué alors. Ça veut dire qu'avant, s'il y avait de l'eau liquide, Stoyan, c'est qu'il y avait assez de pression atmosphérique. C'est-à-dire que Mars a perdu une grande partie de son atmosphère. C'est ça qui est étonnant. Solaire ou je sais plus exactement quoi. Comment? Ça, c'est compliqué. On pourrait Parce qu'on On dit, pourrait y il y a passer du certains temps. disent c'est à cause du vent solaire. Il y a des débats, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé à peu près au même moment où Mars a perdu son champ magnétique. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on essaye de retracer l'histoire d'une planète et savoir comment elle a pu débuter au travers de tout ce système solaire. Et ça, c'est fabuleux et très intéressant. Exactement, avec des notions de physique simples, et ben vous avez vu, vous arrivez déjà à vous poser des questions d'astrophysique moderne. Vous avez vu où est-ce qu'on met l'œil? Regardez, on met pas l'œil tout derrière, hein, comme la lunette astronomique, on met l'œil ici. Demain soir, ils partiront en quête des étoiles en se rendant dans un observatoire. Afin de familiariser les élèves avec le lieu et les équipements qu'ils découvriront, Ludovic et Jean-François leur font toucher une réplique d'une lunette et d'un télescope, palper une maquette de l'observatoire pour les aveugles, ou encore regarder un montage photographique pour les malvoyants. Tu sais, les arbres, ils sont là pour faire joli. Sylvain Boulet, astrophysicien spécialisé en géologie, nous ouvre les portes de l'observatoire de Gretz-Armainvilliers en région parisienne. Alors nous avons la chance quand même d'être en dehors de Paris, ici. L'Uranoscope de l'Île-de-France est à 30 km à l'est de Paris. Donc nous pouvons accueillir un grand nombre de personnes puisque nous avons l'influence parisienne. Mais nous sommes quand même à l'extérieur des lumières de la ville de Paris. Nous pouvons donc avoir un ciel de bonne qualité et pouvoir voir de belles choses et avoir un ciel quand même relativement noir. Il faudra attendre le milieu de la nuit avant que toutes les étoiles soient au rendez-vous dans le ciel. En attendant, Jean-François conduit les adolescents et leurs encadrants à la première activité de la soirée consacrée aux météorites et animée par Sylvain Boulet. Avant de toucher des météorites, on voulait vous parler d'un autre type de roche. Tiens, je te mets ça dans la main. Tiens, hop, voilà. Et donc ça, c'est une tectite. Ça, c'est une tectite. Alors, comment elle était Elle était allongée. Elle était allongée. Elle est lisse, il y a un peu une forme rebombée, alors que l'autre côté c'est granuleux et c'est en forme de pointe. Alors, le côté lisse, ça va vous faire penser à quoi? C'est la surface de la roche, non? Ouais. Ça va être, je vais vous aider, c'est du verre. Et ben ça, c'est le côté fondu de la roche. Voilà. C'est parce que c'est éjecté, en fait. Et comme C'est comme du scorie. Et comme c'est éjecté, en fait, avec la vitesse, en fait, la roche va s'allonger comme une petite gouttelette et il va former quelque chose comme ça. Alors, on va vous faire passer un autre type de roche. Tiens, hop, voilà, celui-là. Tiens, vas-y, pardon. Elle est très fine. C'est presque tout pan un peu. Une arche comme. Alors, c'est très... C'est de la texture, elle a vraiment l'air différente. Quoi? Ah, c'est Alors, le matériel que vous avez là, c'est le même matériel. Hein. Le gros morceau et le petit morceau, c'est le même matériel.
C'est ce qu'on appelle du verre libique qu'on trouve eh bien, en Libye. Et en fait, on pense qu'à un certain temps, il y a une comète qui a explosé dans l'air. L'onde de choc a été tellement forte qu'elle est venue fondre le sable du désert. Et tous les grains de sable eh bien, ont fondu et ont commencé à se rassembler pour former ces roches. Alors je vous dis bien que c'est une hypothèse, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vraiment prouvé, mais en tout cas, c'est possible que ça soit comme ça. Alors hier, on était quand même plus dans le subjectif. Le système solaire, on peut le réduire à l'échelle humaine, palpable bien sûr, en 3D, mais la difficulté, c'est qu'on reste sur des outils qui sont complètement matérialisés par l'homme. C'est vrai, on va faire une sphère avec de la terre, des cotons qui peuvent représenter les nuages, de l'eau qui va représenter une présence, donc, je veux dire bien sûr, de liquide. Donc c'est au travers d'analogies qu'on va passer le message sensoriel. Ce soir, le message sensoriel, il prend une dimension tout à fait autre. On touche réellement de la matière venant de l'espace. C'est une réalité qui est palpable. Donc on est dans le concret de l'astronomie. Jusqu'à maintenant, on se dit, oui, l'astronomie n'est qu'à rattacher à la vision. Eh bien, ce soir, on peut se dire que l'astronomie, on peut le rattacher au toucher. Donc, on peut toucher quelque part le ciel, on peut toucher l'espace, on peut toucher l'univers, vraiment concrètement avec ses mains, quoi. Ah mais... Elle est lisse, mais il y a quelque chose dessus. Elle est totalement lisse quand même. Oui, vas-y, continue. Elle est légèrement ondulée. En fait, C'est pas d'une lissure uniforme, disons. en fait, on a un côté qui est ondulé. Il y a des ondulations assez considérables. Mais elle s'effrite, votre truc. J'aimerais éviter qu'elle s'effrite. On a dit que ça ressemblait à de la tôle, mais c'est vrai que même dans le son... Ludovic. Pour moi, il y a deux moments que j'ai vraiment appréciés. C'est le moment où on a pu toucher les météorites qui étaient arrivés sur Terre. Parce que c'est pas ouvert à tout le monde de pouvoir les toucher, les manipuler. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Pouvoir vraiment regarder leur texture, comment ils étaient après être arrivés sur Terre. Et ensuite, le deuxième moment, c'est lorsque j'ai observé au télescope. Ça m'a permis de voir les astres dans l'espace, la Lune, les étoiles, que moi, avec mes capacités visuelles, je ne pensais pas que j'aurais pu les voir aussi bien. Et ça, vraiment, ça m'a montré que malgré la malvoyance, ça ne me dérangeait pas. Et des zones beaucoup plus accidentées, tu vois? Oui. Tu arrives à les voir un peu. Beaucoup plus claires et plus accidentées, c'est ça? Beaucoup plus clair et accidenté, oui. Voilà, ça, ce sont les zones où il y a de gros cratères. Ouais. Attends, je vais te mettre la main sur l'oculaire, là, voilà. À partir de là, Oh oui, après, tu... vous la verrez. Voilà. Ah. Voilà. Alors attention, Alexandre. je vois concrètement plus sombre qu'une personne dont la vue est normale. Ma vue, disons, elle a une échelle de 4/10 avec une correction, avec des lunettes. J'ai une myopie importante aussi. Ah, je me mets au centre. Ok, elles sont bien dans l'axe. J'ai été surpris de voir des tels détails. C'est-à-dire, par exemple, voir qu'il y a des cratères, enfin, premièrement, voir qu'on a une tache avec des couleurs, enfin, une couleur non unique, c'est-à-dire qui est un peu alternée de gris clair et de blanc, qui montre les cratères de la Lune. Et je pensais pas non plus voir une partie sombre sur la Lune. Je ne pensais pas que je pouvais voir ça sur un télescope, surtout avec ma vue. Essaye d'améliorer l'image si tu peux. Ah oui, c'est vrai. Bien les molettes. Ouais, mais je pense pas que ce soit ça. Le fait de voir pour de vrai la Lune au télescope, c'est vraiment l'image concrète de la Lune, c'est vraiment l'image d'un astre en dehors de la Terre. Et là, c'est vraiment quelque chose de précieux. Ah bah tiens, mon réseau de lumière suffit pour voir certaines choses dans le télescope, c'est pas mal. Il y a pas mal de points, de traits. T'arrives à voir des reliefs un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, bah c'est bien. Ça, c'est déjà bien, ouais. Stoyan. Bien que je vois la lumière, je suis non-voyant, donc je pensais pas pouvoir justement voir, même observer un petit peu la Lune au télescope, quoi. Oui, oui. Alors, est-ce que tu vois des taches légèrement plus sombres, peut-être, par rapport à la luminosité? Ouais, c'est ça. Alors, C'est ça que je vois, en fait. Voilà, alors, ces grandes masses sombres, ce sont ce qu'on appelle les mers lunaires.
Ah d'accord. Hein, ok. Mais en fait, on distinguait un fond lumineux, très lumineux. Et en fait, sur ce fond, il y avait des traits, il y avait des points, et puis par moments, on voyait des cercles qui, donc d'après ce qu'on m'a dit, qui représentaient les cratères. C'était la première fois, je n'avais jamais été curieux d'observer au télescope avant, et puis je n'avais pas eu l'occasion non plus, donc voilà. La Lune est bourrée de ça, hein, quand même. Comment? Elle est quand même bien parsemée de cratères. Ah ben oui, elle est abîmée. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ben c'est sûr. Ah, il est pas mal l'instrument. Il est pas mal le télescope. Hein. Attends pas. Alors, il y a... Et puis nous permet surtout ensemble de pouvoir tourner à 360 degrés autour de nous. On a donc, on est en pleine nuit. Vous avez un ciel qui est relativement noir. Je dis relativement parce qu'il y a tout simplement la lune. Un peu à l'écart, Jean-François et 2 astronomes de l'observatoire guident les mains de Pierre, de Pauline et de Stoyan, qui sont tous les 3 aveugles. Avec les mains et les doigts en direction du ciel, les jeunes gens découvrent le chemin des étoiles. Leurs doigts suivent le tracé des 7 étoiles de la constellation de la Grande Ourse. Donc, on commence par l'étoile du bas, la première. On passe au récipient. Et voyez, on dessine une casserole. Je leur fais plusieurs fois le mouvement. Le manche. Ensuite, ils dessinent la forme de Cassiopée et ses 5 étoiles. Le bras très haut. Et en fait, cette constellation a une forme très particulière, ou en M ou en W en fonction de sa position. Et ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on a la forme du W qui est à peu près de cette amplitude-là. D'accord ? Puis, c'est au tour de Vega, la plus brillante de la constellation de la Lyre. Sur une carte en 2 dimensions, par le dessin et le braille, ils retrouvent la réalité de leur observation. L'intérêt, c'est que vous puissiez me retrouver sur la carte la casserole, la Grande Ourse, et la Cassiopée. Vous devez retrouver sur votre dessin, en fait, cette constellation. Ça a rendu encore plus forte ma passion, en fait, pour ce domaine. J'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec ça, et peut-être pas dans le domaine de l'astronomie pure, mais en tous les cas, dans quelque chose qui s'en rapproche. Hein. Mais en fait, j'ai plusieurs possibilités. En fait, je pourrais faire ingénieur dans l'aérospatial et l'aéronautique, par exemple. Ou alors, je pourrais tenter une carrière dans l'astrophysique. C'est mes 2 possibilités. Ludovic Petit-Demange. Ma thématique de recherche qui est de comprendre la génération des champs magnétiques stellaires et planétaires. Et mon but est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui cause les phénomènes physiques à l'origine de ces champs magnétiques. Moi, mon outil est justement de faire de la programmation, qui est quelque chose de parfaitement adapté à des déficients visuels, qu'ils soient malvoyants ou qu'ils soient non-voyants. La restriction, comme je dis souvent, c'est celle qu'on se met. J'essaye de distiller avec mes élèves que c'est pas parce qu'on est déficient visuel, qu'on est aveugle ou qu'on est malvoyant, qu'on n'est pas capable de faire des mathématiques, qu'on n'est pas capable d'utiliser des logiciels informatiques, qu'on n'est pas capable de faire même ce qu'on va dire de l'algorithmique, ce qui est au programme de Terminal S. Et justement, et je pense que c'est aussi la vocation de cet institut, c'est aussi leur montrer qu'ils sont parfaitement capables d'être aussi curieux que les autres et de satisfaire cette curiosité. Au moment de l'année mondiale de l'astronomie, c'était en 2009, on avait essayé de recenser toutes les ressources possibles ou disponibles pour ce qu'on appelle les personnes empêchées. Pour clore cette semaine astronomique, Jean-François a invité les astrophysiciens de l'Observatoire de Paris-Meudon à rencontrer tous les élèves de l'Institut en filière scientifique. Pour eux se pose déjà la question de leur avenir professionnel. Rien que le fait de toucher des météorites, ça nous montre qu'on peut étudier sans observer, donc voilà. Et après, le travail pour devenir chercheur... Pour Stoyan, la voie semble tracée. Et tous ont la volonté et les capacités. Mais ils s'interrogent. Pourrons-nous un jour exercer des métiers scientifiques et du domaine de l'astrophysique sans avoir à mobiliser la vue que nous n'avons pas ? On peut apporter des solutions à énormément de problèmes, d'accord ? Ne vous dites pas, ça me semble difficile,
et puis on va abandonner. Non, avant de dire c'est pas possible, on peut au moins essayer. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteur, réalisateur, Pierre Lannes. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Bernadette de la Rosa. Unité documentaire, Caroline Béard, Carole Wetcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.